Merci infiniment, Monsieur le Président, et merci, cher Alain, de ces mots qui me touchent particulièrement. C'est pour moi à la fois un grand plaisir et un grand honneur d'intervenir dans un cadre aussi prestigieux. Je t'en remercie et je remercie également les collègues qui interviendront ce matin et qui ont accepté de bouleverser un tout petit peu l'ordonnancement du programme pour me permettre de parler en première position. Alors je vais vous parler de la responsabilité des dirigeants. Il y a différentes manières d'aborder la responsabilité des dirigeants de société. Il y a une manière qui est très généralement suivie, qui est une manière très classique, qui consiste à analyser la faute qu'ils ont pu commettre, le préjudice dont ils peuvent être à l'origine, le lien de causalité qui les unissent. Il y a aussi une autre manière relativement parallèle qui procède à des distinctions selon le moment où cette responsabilité se trouve engagée, lors de la constitution de la société, dans son fonctionnement, à l'occasion de sa dissolution. Une manière aussi qui ventile les responsabilités encourues entre la responsabilité civile, pénale ou encore administrative. Il est une approche sans doute plus intéressante qui est une approche procédurale, qui permet par exemple d'étudier la possibilité pour des associés d'exercer une action en responsabilité contre le dirigeant que celui-ci, assez spontanément, n'exercerait pas lui-même contre sa propre gestion. C'est la fameuse action ut singuli. Ou aussi une manière d'apprécier la question de savoir si le préjudice souffert est un préjudice souffert par la société, par l'entreprise, avec la question de savoir qui se cache derrière elle, ou par les actionnaires, par les investisseurs. La question aussi, sans doute puissamment renouvelée par la toute récente loi du 17 mars 2014, de savoir comment cette responsabilité des dirigeants va se poser dans le cadre d'une action de groupe. Sans doute là, est-ce une question procédurale d'avenir et particulièrement intéressante. Le thème de la matinée m'amène à envisager la responsabilité sous un autre regard encore, qui est celui de sa relation avec le pouvoir. Pouvoir et responsabilité, c'est évidemment une incitation à voir ce que la responsabilité encourue par le dirigeant révèle de sa position au sein de la société et au-delà révèle de la société elle-même, de l'entreprise finalement. Qui y a-t-il derrière celle-ci ? C'est donc ce lien entre responsabilité et pouvoir que je vais essayer, sinon d'approfondir, du moins de brièvement présenter, en indiquant qu'à mes yeux, la responsabilité du dirigeant sous ce regard est révélatrice, me semble-t-il, de deux phénomènes qui me paraissent mériter d'être développés. D'une part, cette responsabilité révèle le pouvoir de gestion qu'a le dirigeant. Cela peut vous paraître relativement banal, mais il est quand même intéressant pour nous, en particulier juristes, de voir quel regard nous portons sur la gestion de l'entreprise par un individu. Révélateur d'un pouvoir de gestion et révélateur aussi d'un souci de transparence. Ce qui m'a frappé en préparant cet exposé, c'est de voir combien ce mot de transparence, qui est un mot que personnellement j'aime beaucoup, innerve le droit de la responsabilité des dirigeants. Ce sont donc ces deux points que je vous propose de reprendre brièvement. Responsabilité révélatrice de la spécificité du pouvoir de gestion, responsabilité révélatrice d'une exigence de transparence. En disant simplement, avant d'aborder ces deux points, que le thème est important sous l'angle aussi de la globalisation qui nous réunit depuis hier matin, car la responsabilité, pour reprendre l'expression qu'évoquait Alain à l'instant, c'est quelque chose de sérieux et qui mérite non seulement d'être prise au sérieux, mais qui, me semble-t-il, l'est d'ores et déjà par beaucoup de chefs d'entreprise. On écrit beaucoup à l'heure actuelle sur ce qui pousse les chefs d'entreprise, y compris ceux du CAC 40, à s'installer à l'étranger. On évoque des raisons fiscales, personnelles, familiales. La responsabilité n'est pas mineure. Pour avoir participé récemment à un colloque en Italie sur ce thème, j'ai pu constater qu'il y avait aussi
un dumping en matière de responsabilité et que certains pays jouaient précisément sur cette corde pour attirer les groupes de société, pour attirer les chefs d'entreprise en leur assurant, sinon une impunité de principe, du moins beaucoup de bienveillance en ce domaine. Cela étant dit, reprenons donc d'abord le premier point, une responsabilité révélatrice de la spécificité du pouvoir de gestion. Gérer une entreprise, c'est prendre des risques. Prendre des risques. Et je crois que nous, juristes, nous devons en être conscients, quelles que soient ensuite les critiques que nous pouvons adresser de temps à autre à ceux qui nous gouvernent ou chefs des grandes entreprises. Mais ce pouvoir de gestion implique une prise de risque et il est normal que les juristes y soient sensibles et qu'ils soient au soutien de cette prise de risque qui nous est nécessaire à nous aussi, consommateurs ou citoyens de base. Et on le voit très bien dans la jurisprudence française, dans le droit français, qui consacre ce qu'on pourrait appeler une sorte d'exception de gestion lorsque le dirigeant se trouve soumis à une action responsabilité. Une exception de gestion qui, en droit français, cependant, n'est pas sans limite. Et tout à l'heure, je reviendrai sur ces limites qui, précisément, permettent de voir aussi quel type de gestion le dirigeant doit assurer et quels sont les partenaires, en quelque sorte, de l'entreprise auxquels il doit rendre des comptes. Une exception de gestion, tout d'abord. Ce n'est pas l'impunité que certains droits étrangers assurent aux chefs d'entreprise qui font le choix de s'installer chez eux. Je parlais tout à l'heure de ce colloque qui a lieu en Italie. Il y a eu beaucoup d'intervenants de différents pays qui sont venus présenter la législation de l'État du Delaware, la législation allemande, la législation russe, la législation de certains pays d'Asie du Sud-Est. Et j'ai été frappé de voir combien un certain nombre de ces pays, aujourd'hui, ont consacré, dans leur droit positif, un principe d'impunité au profit des dirigeants de société, avec quelques limites qui tiennent au conflit d'intérêts, qui tiennent à la mauvaise foi particulièrement caractérisée, mais avec souvent un principe de présomption de bonne foi, un principe de présomption de bonne gestion qui font que la responsabilité de ces dirigeants est tout à fait exceptionnelle. Ce n'est pas le cas en droit français. Les juges français, que ce soit les juges consulaires, qui sont d'ailleurs, vous le savez eux-mêmes, des chefs d'entreprise, ou que ce soit les magistrats professionnels qui statuent en appel ou dans la chambre commerciale de la Cour de cassation, ne posent pas un principe d'impunité. Mais, néanmoins, ils accueillent volontiers une exception de gestion. Et j'en prends 2 ou 3 exemples rapidement. Un exemple qui est très révélateur, qui concerne ce qu'on appelle économiquement la monodépendance. Voilà un chef d'entreprise dont la société travaille quasi exclusivement avec un gros partenaire. Et précisément parce qu'il a conscience de la fragilité de cette situation, il choisit de diversifier son activité auprès d'autres entreprises et nécessairement, en ce faisant, il délaisse un peu le gros partenaire d'origine. Et au final, cette gestion s'avère défavorable à la société. Engage-t-il sa responsabilité pour faute de gestion au regard du Code de commerce? Non, nous dit la Cour d'appel de Rouen, parce qu'il s'est situé dans le cadre d'une gestion dynamique, où il a pris des risques, et cette prise de risque justifie finalement que sa responsabilité civile ne soit pas engagée. La Cour d'appel de Paris connaît de l'hypothèse inverse quelques années plus tard. Cette fois-ci, progressivement, l'entreprise fait le choix de la monodépendance en se plaçant sous la dépendance économique d'Hachette, et puis à un moment donné, c'est le risque évidemment de la monodépendance, Hachette se tourne vers un autre prestataire, mise en jeu la responsabilité du dirigeant, la Cour d'appel de Paris rejette l'action au motif que, là encore, il y a eu de sa part une prise de risque. On retrouverait cette même idée, par exemple, sur une question qui a été évoquée hier sous l'angle du droit fiscal, qui est l'affectation des bénéfices
Faut-il les affecter en réserve? Faut-il les distribuer? La responsabilité des dirigeants est assez souvent recherchée sur ce terrain par des associés minoritaires notamment qui vont lui reprocher de ne pas avoir versé régulièrement les dividendes auxquels leurs investissements a priori devaient donner lieu. Sur ce terrain, si le dirigeant a joué la prudence et a constitué des réserves très importantes, de façon générale, sa responsabilité ne sera pas encourue. On lui reconnaît la liberté, ici non plus de prendre des risques, mais à l'inverse de ne pas en prendre. Et on pourrait faire une même observation sur une jurisprudence de la Chambre commerciale très intéressante concernant, là aussi, la recherche de responsabilité de dirigeants lorsqu'ils ont procédé à des opérations spéculatives sur le marché à terme, sur des options négociables. La Cour de cassation a rendu 2 arrêts où elle a dit non, là aussi, c'est du pouvoir du dirigeant, ce n'est pas du pouvoir de l'Assemblée générale extraordinaire dans la mesure où les statuts avaient été rédigés de façon assez large, c'est de son pouvoir et sa responsabilité n'est pas encourue, même si ensuite, la crise financière passant par là, ces opérations se sont révélées désastreuses pour la société. Une exception de gestion à laquelle, pour ma part, j'adhère, car j'aime la prise de risque, et je trouve qu'il est normal que nous, juristes, y soyons aussi sensibles. Cela étant, il y a des limites, et c'est tout à l'honneur de la jurisprudence française de les maintenir, car ici, précisément, nous touchons à la compétition internationale, nous touchons à la globalisation, et les enjeux sont de taille dans la détermination de ces limites. Et force est de constater que notre jurisprudence reste attachée à un certain nombre de limites que je vais brièvement évoquer. Limites d'abord au bénéfice des associés. Les associés ont choisi le dirigeant, ils lui ont fait confiance. Il est normal que cette confiance ne soit pas trahie. Je prendrai un seul exemple, mais il est très révélateur, qui est tiré de l'arrêt qu'a rendu la Chambre commerciale, que vous connaissez tous, le 15 novembre 2011. Une société à responsabilité limitée s'était vue confier par la gendarmerie un programme de construction immobilière. À l'occasion de ce programme de construction, le gérant a compris qu'en réalité, la gendarmerie allait construire, quelque temps plus tard, un deuxième ensemble immobilier. Il a senti une opportunité d'affaires et il a choisi de la capter à son profit personnel en constituant immédiatement une deuxième SARL où, naturellement, il détenait cette fois-ci la quasi-totalité du capital, à la différence de la première, et il a fait en sorte que ce soit cette deuxième SARL qui soit attributaire du deuxième marché. Il n'y avait pas dans les statuts à son égard une obligation de non-concurrence, et l'affaire était délicate, car c'est la première fois que, devant la Cour de cassation, on se posait la question de savoir si un chef d'entreprise peut capter à son profit personnel une simple opportunité potentielle d'affaires. Et la Chambre commerciale, à cette occasion, en visant expressément un devoir de loyauté pesant sur le dirigeant de société, a retenu sa responsabilité. Responsabilité aussi envers les créanciers. Les créanciers, ce sont ceux qui ont fait aussi confiance, crédéré. Et il est normal, là aussi, que la confiance de ceux qui ont fait crédit ne soit pas trahie, y compris de manière passive. Hier, j'entendais lors du colloque la question du devoir de vigilance. Eh bien, la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, dans la fameuse affaire du crédit martiniquais, a mis en avant ce devoir de vigilance. Lorsqu'elle a dit à des administrateurs qui étaient eux-mêmes poursuivis à côté du président du conseil d'administration « Nous n'avons rien fait, simplement nous nous sommes abstenus, nous n'étions pas présents », la Cour de cassation leur a dit « Mais l'abstention ne vous permet pas d'obtenir l'impunité. Vous aviez le devoir d'être vigilant, un peu comme la loi de 2013 sur les lanceurs d'alerte incite en matière environnementale ou en matière sociale à le faire. » Responsabilité aussi envers le partenaire co-contractant. C'est un point plus technique, mais qui mérite d'être évoqué. Il faut bien voir en effet que dans beaucoup de cas, parallèlement au lien sociétaire, se noue ou s'est noué un lien contractuel
entre le dirigeant, la société qu'il représente et des tiers. J'en prends un exemple. Récemment, devant la Cour d'appel de Paris, s'est posée la question de la responsabilité d'un dirigeant qui avait acquis les parts qui lui donnaient le contrôle de la société. Dans le contrat de cession de contrôle par lequel il était devenu propriétaire, entre guillemets, de cette société, il y avait une clause d'earn-out, c'est-à-dire une clause qui faisait dépendre une partie du prix de cession du chiffre d'affaires ultérieur de la société. Ensuite, ce dirigeant a fait le choix d'abandonner une partie de l'activité de la société en procédant à une opération de fusion qui a externalisé une partie de l'activité. Le cédant, évidemment, qui a moins reçu qu'il ne laisse compter sur le terrain de la clause d'earn-out, a recherché sa responsabilité. Le pouvait-il? Le dirigeant disait « mais moi j'ai géré la société comme bon me semble. Si j'ai procédé à cette opération d'externalisation d'actifs, c'est parce que c'était l'intérêt de la société. » Et c'est vrai, oui, mais on ne peut pas dans ce cas-là faire abstraction de la relation contractuelle parallèle que le dirigeant avait nouée avec le cédant lorsqu'il était cessionnaire de l'entreprise. Et donc sa responsabilité a été engagée à hauteur d'1,5 million d'euros, parce que la Cour d'appel de Paris, dans cet arrêt très intéressant, dit « mais très bien, vous avez externalisé, mais on va faire comme si, en réalité, cette externalisation d'actifs ne l'avait pas été fictivement, et donc on va tenir compte du chiffre d'affaires qu'elle a généré en dehors de la société pour apprécier le montant du préjudice que vous avez causé. » Enfin, les derniers partenaires, évidemment, auxquels on peut songer, ce sont les salariés. Marie-Ange Moreau, dans un très brillant exposé hier, nous a indiqué à cet égard comment il fallait apprécier les choses, et je la rejoins très volontiers. Et là aussi, il me semble, et c'est un point nodal, que le droit français doit promouvoir une certaine éthique de la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des salariés, y compris lorsqu'ils sont finalement en bout de chaîne. J'avoue que j'ai été très impressionné par le travail qui est à l'heure actuelle accompli par ce que l'on appelle les points de contact nationaux, qui veillent de plus en plus au respect par les sociétés multinationales des droits fondamentaux de l'homme. Et à cet égard, la jurisprudence française, y compris sur le terrain pénal, offre des possibilités très intéressantes. On s'aperçoit en effet sur ce terrain pénal que je n'ai pas beaucoup évoqué jusqu'à présent, que lorsque la chambre criminelle veut essayer d'atteindre des agissements qui se sont commis à l'étranger, elle s'en donne les moyens par une interprétation très libérale de la localisation de l'infraction au regard du Code de procédure pénale. Je pense par exemple évidemment au délit d'initié, où elle est allée sanctionner un délit d'initié commis par un dirigeant français sur le marché boursier américain au motif que l'ordre de bourse était parti de Paris. C'est pareillement vrai sur le terrain de l'abus de biens sociaux, où on voit comment la chambre criminelle, depuis la jurisprudence Rosenblum, est à même d'appréhender des transferts indirects de bénéfices sur l'étranger qui ne sont pas fondés par l'intérêt général de la société. Et on pourrait faire la même observation sur le terrain de la corruption, où là aussi il y a, je n'ai pas le temps de les développer, une jurisprudence très intéressante qui retient la responsabilité pénale personnelle du dirigeant, y compris lorsque les actes de corruption, comme c'est très souvent le cas, vont permettre l'obtention d'un marché au profit de la société. La chambre criminelle de la Cour de cassation dit très bien, c'est vrai qu'au final l'intérêt social peut être satisfait par la corruption qui a été accomplie par le dirigeant, mais le dirigeant lui-même avait un intérêt personnel à l'opération et donc sa responsabilité pénale est engagée. Donc vous le voyez à travers ces exemples qui concernent les salariés, qui concernent les associés, qui concernent les créanciers, qui concernent les partenaires, le dirigeant peut engager quand même sa responsabilité et au final on voit que se compose à travers ces victimes potentielles ou réelles, une certaine conception générale de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, de voir comment finalement la responsabilité de celui qui a le pouvoir peut révéler d'une certaine façon, par un effet de miroir,
les différentes composantes humaines de l'entreprise. Cette responsabilité, elle révèle aussi une exigence de transparence. Oui au pouvoir, mais à un pouvoir qui s'exerce dans la clarté. Alors naturellement, le point de départ de cette exigence de transparence, il concerne les sociétés cotées, celles dont les titres sont cotés sur un marché réglementé. Parce qu'ici, il s'agit d'attirer l'épargne publique, et que si l'on veut que l'épargne publique soit séduite, et si l'on veut que sa confiance ne soit pas ensuite trahie, il est normal que la transparence prévale. La transparence, cela signifie la sanction d'une absence de transparence. Je ne vais pas développer ici, naturellement, tous les litiges boursiers que vous connaissez aussi bien que moi sur le terrain des déclarations de franchissement de seuil. Je pense notamment, évidemment, à l'affaire LVMH Hermès. Mais je pense, c'est le point que je développerai un tout petit peu plus, car il concerne plus directement la responsabilité des dirigeants, je pense à l'exigence que l'autorité des marchés financiers français, comme ses alter-ego étrangères, met à la charge du dirigeant en exigeant une information loyale, une information sincère, une information réactive sur tout ce qui peut, de près ou de loin, intéresser la stratégie de la société cotée et, ce faisant, intéresser l'épargne publique. Il y a ici, c'est plutôt du ressort de l'autorité des marchés financiers, beaucoup de condamnations et de condamnations personnelles frappant des dirigeants de sociétés cotées pour ne pas avoir donné une information sincère, une information réactive, une information précise. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que sur le terrain de l'assurance, qui est un point là aussi important, car c'est une chose de condamner un dirigeant, mais si ensuite il peut reporter sur un assureur de responsabilité dont les primes sont payées par la société cette responsabilité, évidemment le risque est moindre. Eh bien, sur le terrain de l'assurance, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu récemment un arrêt très intéressant qui a refusé de reporter sur l'assureur de responsabilité le poids de la sanction administrative que l'AMF avait fait peser sur un dirigeant pour délivrance d'une information non sincère. Alors c'est vrai qu'ici, l'information était trompeuse, et pas simplement imprécise ou lente, elle était trompeuse. À partir de là, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que la faute est intentionnelle, que l'aléa caractéristique du contrat d'assurance ne peut donc pas être satisfait, et elle refuse le report sur l'assureur de responsabilité de la condamnation à la sanction administrative prononcée par l'AMF. Et on voit très bien à partir de là, par ce faisceau de solutions concordantes, combien l'exigence de transparence irrigue aujourd'hui profondément la responsabilité des dirigeants de sociétés cotées, et il est tout naturel qu'elle se retrouve par exemple au cœur du code AFEP-MEDEF, où l'on voit comment, habillée par le concept de bonne gouvernance, cette exigence de transparence est valorisée sur le terrain de la détermination des rémunérations des dirigeants, valorisée évidemment sur le traitement des conflits d'intérêts. La transparence ici est au cœur, une fois encore, du droit des sociétés cotées. Mais vous savez que ce code, conçu à l'origine pour les sociétés cotées, aujourd'hui rayonne largement au-delà et concerne aussi des petites et moyennes entreprises. Et c'est par là précisément que j'en terminerai, en disant quelques mots de cette exigence de transparence à l'égard des sociétés non cotées. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la logique de la protection de l'épargne publique ici n'est plus présente. Nous sommes en présence d'investisseurs privés dans un cercle fermé, et pourtant la transparence est présente. Elle est présente lorsque la Cour de cassation vient nous dire, quand vous êtes président d'un conseil d'administration et que vous détenez des informations que vos administrateurs n'ont pas, vous la leur devez. Et si vous ne leur donnez pas cette information, votre responsabilité est engagée et la délibération qui serait prise dans l'opacité serait susceptible d'être annulée.
La transparence, elle est présente lorsque la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par une dizaine d'arrêts ces derniers temps, vient nous dire que lorsqu'un dirigeant de société achète des parts de société, de sa société, auprès donc d'un associé, il lui doit une information renforcée. Ce fameux devoir de loyauté du dirigeant cessionnaire, qui a été pour la première fois retenu en 1996 par la Chambre commerciale dans l'arrêt Villegrain, il est présent aujourd'hui constamment, au point que, par exemple, en 2008, la Cour de cassation a fait reproche à un dirigeant cessionnaire de n'avoir pas révélé au cédant que le prix qui lui demandait était beaucoup trop bas au regard des réserves très importantes qui avaient été déjà constituées dans la société et qui étaient pourtant dans les bilans, donc l'associé cédant était parfaitement à même de connaître. L'exigence de transparence, elle est présente. En 2013, lorsque la loi de sécurisation de l'emploi vient nous dire que dans certaines sociétés, le comité d'entreprise devra être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Elle est présente lorsque la loi de 2014, celle qu'on appelle la loi Florange, vient faire naître une obligation de transparence à l'égard du dirigeant qui envisage de fermer un établissement. Cette exigence de transparence, donc, elle est véritablement désormais au cœur du droit des sociétés françaises. Je crois qu'il faut, là encore, en remercier notre législateur et nos juges. Je dirais, pour clore, qu'elle a une contrepartie tout à fait naturelle, intéressante, qui est celle qu'a retenue la Chambre commerciale le 16 avril 2013 en matière de révocation, précisément, de ce dirigeant. Le dirigeant révoqué ou susceptible de l'être, nous dit la Chambre commerciale à cette occasion, doit pouvoir se défendre, cela avait déjà été dit, mais il doit, lors de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration qui va statuer sur sa révocation, il doit en plus être informé, et c'est l'apport de cet arrêt, des griefs qui lui sont reprochés, des véritables griefs qui lui sont reprochés. Le principe du contradictoire implique une absolue transparence pour permettre à ce dirigeant de se défendre. Et d'une certaine façon, c'est le signe que le dirigeant de société, c'est aussi, d'une certaine façon, un partenaire de l'entreprise. Merci.